Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. Non, c'est un truc peut-être d'inspiration culturelle. Qu'as-tu fait de tes deniers? Enfin, à partir du moment où on vous dit, écoutez, dans la partie de cartes, tu as une partie de cartes extraordinaire, tu dois l'amener à Grand Chelem, quoi. Il y a un côté qui était comme ça. Et deuxièmement, il y avait un défi intellectuel intéressant, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on est capable d'aller. Je pense que c'est le même défi qu'ont les sportifs, hein, jusqu'où je suis capable d'aller. Et donc c'est ça qui m'a intéressé. Et donc l'idée que je me faisais, mais comme tout sportif de haut niveau, à la fin il veut devenir champion du monde. Donc c'est pas, mais comme je sais pas, ça c'est la nature dans la nature humaine. Quand vous sentez que vous avez un certain nombre de possibilités, ce que vous voulez, c'est être le meilleur, c'est être un champion. C'est naturel. C'est que maintenant, on vit une époque de fou dans laquelle on dit, écoutez, si vous êtes le champion, c'est que vous êtes un mégalomane, ou que vous êtes... Ben alors, le monde, tous les champions sont des mégalomanes, bien sûr. Tous les champions pensent qu'ils sont capables de devenir champions, parce que si vous ne pensez pas que vous êtes capable de devenir le premier, ben, c'est que vous n'êtes pas capable de l'être, c'est tout. Hein. Et vous ne le serez jamais. C'est simplement, on ne l'est pas par hasard, ça. On l'est en se torturant, en se fixant des objectifs. Moi, à chaque fois, j'ai trouvé ma limite en fixant des objectifs qui étaient au-dessus, juste au-dessus de ce que j'étais capable de faire. Donc, c'est comme ça que je voyais que j'avais atteint la limite de ce que j'étais capable de faire. Sinon, personne ne sait jusqu'où il est capable d'aller. Et donc, je ne sais pas, je ne veux pas faire de généralité sur la société en général. Il faut faire attention de pousser, d'apprendre aux gens à aller aussi loin qu'ils sont capables d'aller pour qu'ils aient l'estime d'eux-mêmes. Si vous avez, à la fin, vous dites finalement, j'ai rien foutu, et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Vous êtes malheureux. C'est ce que je crois. Enfin, moi, c'est ma manière de voir le monde. Et donc, il faut aider les gens à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, jusqu'au bout de ce qu'ils sont capables de faire pour eux-mêmes. C'est pour leur propre estime. Hein. Si vous voulez, les étudiants, moi je travaille beaucoup avec des étudiants africains, des étudiants vietnamiens. Actuellement, avant, je travaille avec des Chinois, je travaille avec des Indiens, je travaille avec un peu des gens d'un peu tous les pays. Si vous voulez, le mode de sélection pour faire de la science en France est un mode de sélection par l'échec. Donc ceux qui font de la science, c'est ceux qui ont échoué à faire les grandes écoles. D'accord ? Donc déjà, moi je ne crois pas beaucoup à la sélection, mais je ne crois pas à la perfection de la sélection. Mais quand même, si vous prenez que ceux qui ont échoué à faire autre chose, quand même, sur l'ensemble, si on compare les deux ensemble, il est vraisemblable que le potentiel des uns et des autres n'est pas exactement le même. Sur l'ensemble, je ne parle pas des individus. Et donc, au contraire, en France, c'est souvent les gens qui ont été des bons scientifiques que j'ai eus, scientifiques, c'est souvent des gens qui venaient de familles très pauvres et qui avaient fait des BTS, si vous voulez, parce qu'on ne les avait pas branchés sur les grandes écoles, sur les prépas, si vous voulez. Et à partir des BTS, ils se rendaient compte que ça les intéressait, ils rejoignaient des voies universitaires. Donc, souvent, c'était ceux-là, les Français qui étaient les plus dynamiques. Souvent des filles modestes, d'origine, y compris les quartiers nord, des gens pauvres,
qui commençaient par ça, par le BTS, et puis qui suivaient. Sinon, quand vous allez en Afrique, les gens qui font de la recherche sont les gens qui sont les meilleurs de leur classe. Vous n'avez pas du tout le même système. Vous n'avez pas le système des grandes écoles qui vous garantit un certain nombre de positions à la sortie des grandes écoles. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxièmement, quand ils viennent faire de la recherche chez nous, quand ils viennent passer 3 ans ou 4 ans pour faire une thèse, ils se créent un CV qui va leur servir toute leur vie. Donc, ils misent dans leurs études un poids considérable. C'est-à-dire que s'ils sortent de mon laboratoire avec 5-6 publications internationales, ils sont sûrs de se caser. Maintenant, il y a un changement depuis peut-être une dizaine d'années où les gens veulent retourner maintenant chez eux. Avant, sinon, ils partaient aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, et puis ils trouvaient des positions parce qu'ils avaient une épreuve de titre. Donc, ils ont un enjeu qui est très considérable. Vous voyez ? Tandis que dans les sciences, et ça s'accélère actuellement avec la tendance actuelle, si vous voulez, à la faculté des sciences, l'intensité du travail est extrêmement faible. D'accord ? Quand ils arrivent à un moment où on leur dit cette fois-là, il faut mettre le braquet, c'est déjà assez tard. Et en plus maintenant, vous savez, pratiquement les seuls messages qu'on ait eus depuis quelques années du ministère des universités et des universités, c'est il ne faut pas en demander trop aux étudiants, il faut qu'il y ait 100%, comme le collège unique, 100% des gens qui s'inscrivent en thèse doivent avoir une thèse, il ne peut pas y avoir d'échec, s'il y a un échec, c'est de votre faute. Et deuxièmement, il ne faut pas que vous les harceliez pour qu'ils travaillent. Donc, si vous voulez, dans ces conditions-là, si ça marchait, c'est un truc pareil, si vous voulez, on saurait. Ça ne marche pas du tout, d'ailleurs. Hein. Donc, si vous ne poussez pas l'ambition des plus jeunes à vouloir avoir ça, parce qu'on est très fiers, hein, la première fois qu'on a une publication internationale et qu'on voit son nom référencé, on est très fiers de ça. Si on aime ça, c'est comme, je sais pas, vous voyez, quand on fait du sport, on commence à gagner les départementales, et puis je sais pas quoi, les régionales, et puis champion de France, et puis d'Europe, vous voyez, on est content, on a quelque chose qui marque que vous avez fait quelque chose. Et donc c'est vrai que cet appétit, on l'a vu en grande partie disparaître, sauf ceux qui ont été, eux, au contraire, triés sur leur capacité de travail, qui sont les métiers de santé. Donc les métiers de santé, ils ont été triés à un point incroyable, si vous voulez, et donc ils savent travailler. Ils arrivent, ils ont déjà appris à travailler, tandis que les autres, souvent, ils apprennent à travailler au moment où ils rentrent en thèse. Ils n'ont jamais travaillé jusque-là, jamais. Et donc, et en plus, les messages qu'on a, c'est, écoutez, vous devez tous réussir, on ne doit pas vous harceler au travail. C'est pas que nous. Je suis rassuré toujours parce que je regarde ce qui se passe dans le monde. C'est une chose qui m'a beaucoup rassuré et m'a fait très plaisir. Quand Biden a été élu, il a choisi pour diriger la science, pour la première fois, quelqu'un qui avait toutes les responsabilités de la science. Et le type qu'il a choisi est un des meilleurs scientifiques au monde, généticien, Eric Lander, une star absolue. Vous pouvez regarder, une vraie star. Il a duré 6 mois. Parce que quand il a commencé à demander aux gens de travailler comme on travaille dans son laboratoire, et je me doute, tu travailles dans son laboratoire comme on travaille dans le mien, si vous voulez. Les gens ont dit, mais il est fou, il nous harcèle. Il leur disait, mais c'est ce que je vous ai demandé, mais attendez, c'est pas ça. Vous voyez ? Et donc, il y a eu une enquête interne pour savoir s'il harcelait moralement les gens qui avaient l'habitude d'être là et de rien foutre, si vous voulez. Et il a dit tout de suite, écoutez, je démissionne, puis je retourne dans mon laboratoire. Il a fait une confession à l'américaine. C'est vrai, j'ai pas été gentil. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut le laisser faire. Et chut, il est parti. Donc, vous pouvez pas... C'est notre civilisation, comme ça. Vous ne pouvez pas mettre un leader de ce niveau-là, qui a une méthode qui, pour arriver à ce niveau-là, travailler comme une brute. Vous ne pouvez pas le mettre dans des bureaux dans lesquels les types passent la journée au café. C'est un autre monde. Moi, de pouvoir pratique, à part de dire à un de mes étudiants, tu passeras pas ta thèse, ce qui n'est plus arrivé depuis 20 ans, je n'ai pas de pouvoir pratique. C'est-à-dire, je ne finance, je n'engage pas les gens, je ne suis pas le patron de qui que ce soit. Il ne peut pas y avoir de tyrannie sans pouvoir, c'est une illusion. Donc le pouvoir, il peut être que moral. Donc ça veut dire que les gens qui sont là, et d'ailleurs,
les gens qui sont venus pour travailler avec moi dans le monde universitaire, c'est des gens qui ont choisi de le faire. C'est pas moi qui suis allé chercher, parce que, comme je l'ai dit, j'ai une grande méfiance sur mes capacités à sélectionner. J'ai pas d'ailleurs été déçu, et j'ai une grande méfiance sur le choix des ressources humaines. Je n'aurais pas voulu être DRH, parce que le nombre de fois où je me trompe est absolument hallucinant. Vous voyez, les gens qui sont, puis il y a des gens qui vous séduisent au début parce qu'ils font semblant de comprendre ce que vous dites, et puis un an après, en réalité, ils étaient radicalement différents. Non, je ne sais pas le faire. Et je suis content, je n'ai pas eu besoin de le faire. Donc les gens sont venus spontanément. Les gens sont venus parce que ce que je faisais leur plaisait, la manière dont je le faisais leur plaisait, et essentiellement d'ailleurs, ça leur plaisait parce que ça leur permettait de s'épanouir eux-mêmes. C'est-à-dire que on était arrivé à un point dans les HU où il y avait, avant qu'on soit persécutés sur nos propres publications, on avait 9 personnes qui faisaient partie des plus hautement citées sur les 80 Français dans le domaine de la biologie et de la médecine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on en avait plus de 10% à nous seuls. Donc les gens qui ont ça, vous savez, ils sont fiers d'eux aussi. Vous savez, attendez, on fait partie de... Moi, je me rappelle, à chaque fois que quelqu'un chez moi qui avait travaillé avec moi et fait sa thèse avec moi, on est tous très liés aussi, mais ils ont tous fait leur thèse de sciences avec moi. Puis on a développé ensemble des outils qui sont uniques au monde. On a toujours eu les meilleurs outils au monde depuis 20 ans. Donc on a une capacité à jouer avec ces outils. Notre dernier joujou là, qui arrive, c'est des choses inouïes. Donc personne ne peut faire ce qu'on fait, donc techniquement. On fait les choses, on a tout, on est capable de tout faire. C'est extraordinaire. Ça suscite des jalousies extrêmes, comme vous pouvez imaginer, mais quand vous avez tout, chacun a le droit de choisir son champ scientifique et de faire un peu ce qu'il veut. Moi, j'ai jamais obligé les gens à travailler sur les mêmes domaines scientifiques que moi, je m'en fiche. Il y a toujours des gens pour eux que ça intéresse. Vous voyez. Et donc, il y a beaucoup de liberté. Ce qui est une chose qui manque beaucoup dans la science, parce que la science actuelle, ce qui est une erreur, c'est de faire de la science sur projet, ce qui permet à vos concurrents moins doués de dire que ce que vous faites n'est pas bon. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Il faut donner un financement basé sur la production des 3 dernières années, et puis vous regardez 3 ans ou 4 ans après ce que les gens ont fait de leur argent, et puis si c'est pas bon, vous leur diminuez, si c'est bon, vous leur augmentez. Mais l'idée que vous allez pouvoir demander à des gens qui sont oisifs, parce que les gens qui sont dans toutes ces commissions, c'est qu'ils n'ont rien à foutre. Moi, je n'ai jamais accepté d'y aller. J'ai implanté, je suis très content de ça d'ailleurs, parce que les gens se font beaucoup d'illusions sur ma manière d'être. Moi, j'ai implanté mon esprit de contradiction. Tout petit, je passais ma vie à contredire tout le monde, et j'ai appris aux gens qui travaillaient avec moi à me contredire. J'ai même organisé un staff avec les étudiants, une réunion avec les étudiants, dont l'objectif était de me contredire, de me dire « je te dis ça, et si vous croyez, etc. » Je dis « tiens, présente-le, mets-moi la bibliographie en face, et publiquement, devant tout le monde, je te dirai « je me suis trompé, tu as raison ». Parce que bien entendu, la connaissance avance si vite que ce que moi, même quand j'ai fait la bibliographie il y a 10 ans, rien ne dit que des événements nouveaux ne se sont pas passés. Donc l'esprit de contradiction, c'est la base de la réflexion. Et bien sûr, c'est pas du tout un truc de Shadok. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Premièrement, encore une fois, je connais surtout notre société, parce que je suis français. Les décisions sont beaucoup basées sur des réseaux parisiens de gens qui se connaissent tous et moi, je vous ai bien vu au début, j'essayais d'expliquer aux politiques et aux journalistes comment on savait si quelqu'un est bon ou pas bon. Il ne s'agit pas de l'inviter sur un plateau de télévision. Il y a 3 ou 4 banques de données, il suffit de regarder. On sait tout de suite qui est bon ou qui n'est pas bon. Les gens ne le savent pas, ils n'ont pas l'habitude. Ils disent, et lui, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, et lui, est-ce qu'il est bon? Et lui, c'est comme ça que ça marche dans ce pays. La deuxième chose qui était un problème, si vous voulez, c'est qu'on a fait un institut de recherche et de traitement sur les maladies infectieuses. C'est le premier qui a été fait depuis l'Institut Pasteur. Donc ça rentrait, pendant très longtemps, même j'ai eu beaucoup de copains à l'Institut Pasteur, ça rentrait institutionnellement en conflit avec une légende française, mais qui est devenue une légende, et qui est à Paris. Et donc le directeur de l'Institut Pasteur, il peut aller voir toutes les semaines le ministre, donc qui pèse un poids absolument considérable, et que
par ailleurs, tout ce que l'on fait en termes de santé publique en maladies infectieuses, pour lequel on a des données qui sont supérieures à celles de la France entière, de tout Santé publique France, arrive en confrontation directe avec le ministère. C'est-à-dire que le ministère qui gère la santé publique, en particulier sur les maladies infectieuses, en réalité est en concurrence avec nous. Et donc, on a créé quelque chose sans que l'esprit et le mode de pensée et de gestion est suivi, c'est-à-dire, vous avez bien vu, vous parliez du CDC, le CDC n'est pas à Washington, il est à Atlanta. Donc, à Atlanta, il y a le CDC, le NIH à Bethesda, c'est-à-dire à côté de Washington, et les grandes universités sont à Boston et en Californie. Donc, c'est pas cette dispersion des activités d'excellence, c'est quelque chose qui va bien aux États-Unis, pas mal en Angleterre, finalement, c'est Oxford, Cambridge, Liverpool qui s'occupe de ça. En France, si vous voulez, le fait que quelque chose qui gère ou qui joue un rôle essentiel dans un domaine quelconque ne soit pas à Paris est quelque chose qui n'est pas à Paris ou la périphérie, j'entends, Saclay, etc. Et quelque chose qui pose problème. Et quand vous avez en permanence, si vous voulez, finalement, les gens donc, qui sont tout autour, qui disent tous la même chose, et qui est un phénomène structurel qui va, je ne veux pas être pessimiste, ça va peut-être s'arranger, parce qu'en plus, si vous voulez, ce qui était frappant, le ministre de la Santé, jusqu'à un passé récent, jusqu'au Covid, donc les points positifs avec le Covid, n'était même pas équipé en visioconférence. C'est-à-dire que vous ne pouviez même pas discuter avec eux à distance. Donc quand vous vouliez avoir une réunion pendant une heure, il fallait que vous alliez à Paris, perdre une journée pour écouter des choses qui vous intéressaient plus ou moins. Et donc tout ce que vous aviez autour de la table, c'est que des Parisiens et ou des oisifs. Des gens qui n'ont rien à foutre, ou qui sont Parisiens, ou qui sont les deux. Non, mais ils ne sont pas en charge. Si vous voulez, Véran est un ministre qui est en charge, qui n'a pas réussi à faire évoluer son discours et sa pensée d'une manière que moi j'estime celle que doit avoir un responsable. De mon point de vue, il est trop impulsif. L'histoire de l'hydroxychloroquine l'a montré. Il y a un papier qui sort le vendredi. Moi, j'ai un de mes bons amis qui était à l'Élysée à l'époque. Il me dit « Didier, tu peux me donner ton avis sur ce papier ?» Je lui dis « le week-end, si tu veux, j'arrête. Le week-end, j'arrête. Je ne travaille pas 50 heures ou 55 par la semaine. Le week-end, j'arrête. » Donc, je regarde le lundi. Le papier, c'était un faux, c'était évident. Moi, il suffisait d'avoir 2 minutes, de ne pas avoir que 4 cases, quoi. Il suffisait de ne pas regarder que l'abstract. C'est complètement idiot, et de toute manière, personne qui connaît les médicaments pouvait croire que le médicament le plus prescrit du monde donnait 10% de morts par arrêt cardiaque. Une sorte de fou, une histoire de dingue. Donc j'appelle mon copain pour lui dire, mais avant, le samedi même, le ministre avait déclaré que l'hydroxychloroquine tuait tout le monde, l'OMS aussi. Et donc après, quand moi j'avais écrit au Lancet, on leur a envoyé une lettre qu'ils ont acceptée, et puis finalement, comme le papier a été rétracté parce qu'ils pouvaient donner ni la source ni on ne savait pas, c'était des clowns, on ne savait même pas qui étaient ces gens. Donc comment ils ont publié ça? C'est un truc, c'est là que la barre, vous voyez, entre la bêtise absolue et la paranoïa est difficile. C'est très compliqué parce que moi j'ai raconté ça souvent. Je suis le seul consultant du Lancet en France. Hein. Je suis seul que le Lancet avait considéré comme étant suffisamment important pour être consultant. Donc j'avais envoyé un article, moi, sur 3000 cas traités par l'hydroxychloroquine qui n'a pas été relu. Ils l'ont rejeté directement, qui était publié ailleurs. Ils m'envoient à reviewer un papier où il y avait 1 million de personnes traitées par l'hydroxychloroquine pour des histoires rhumatismales versus 300 000 personnes traitées par un autre médicament. Et ils regardent, est-ce qu'il y a des morts par arrêt cardiaque sur ce million de personnes, et qui, quand ils prennent l'hydroxychloroquine pour les maladies inflammatoires, c'est pendant 3, 5, 10, 15 ans. C'est pas 10 jours. Et les mêmes posologies, c'est la même concentration que nous utilisions. Donc je revois ce papier, je relis ce papier, je dis écoutez, oui, c'est très intéressant. Dans la question actuelle sur la toxicité de l'hydroxychloroquine, quand même, c'est un papier intéressant. Et puis il y avait ce troisième papier, une fantaisie absolue,
Ils disent on a vu 80 000 personnes, on ne sait pas d'où elles sortent. Alors c'était intéressant parce qu'ils mettaient par continent et ils avaient plus de gens qui venaient d'Australie dans leurs papiers qu'il n'y avait eu d'Australiens malades. Donc, en plus, ils mettaient les facteurs de risque. Ils mettaient qu'il y avait autant de tabagiques en Afrique qu'en Asie, autant d'obèses en Afrique qu'aux États-Unis. Donc, il suffisait d'avoir, je sais pas, mais de ne pas être un Shadok. Alors là, il suffit d'avoir une case de plus pour se rendre compte que c'est pas vrai. C'est idiot, c'est pas vrai. En plus, vous regardez la bibliographie, ils ont attrapé un malheureux Suisse embarqué dans cette affaire-là, et puis les 4 autres, on ne savait pas qui c'était. Donc, le Lancet ne publie pas donc le million. Ils ont fini par le publier dans Lancet Rhumatology. Donc, tout ce que je dis est vérifiable, bien sûr. Hein. Lancet Rhumatology, donc ils disent il y a 1 million, il n'y a rien. D'accord. Et donc, c'est intéressant et on ne peut jamais revenir en France sur cette situation. Jamais. Le ministre a dit c'est ça et on ne reviendra jamais. Et ça, je trouve que voilà, si on n'est pas capable de réanalyser les choses, je pense qu'il faut faire un autre métier parce que c'est trop de responsabilités. Voilà. Et donc les arrêts, les études françaises ont été immédiatement arrêtées, alors qu'il y avait 2 études qui étaient en train de montrer qu'il y avait une meilleure efficacité de l'hydroxychloroquine que le placebo. Elles ont été arrêtées, et donc on n'a pas obtenu le nombre suffisant pour montrer que cette différence était significative. Oui. Donc ça, c'est un point. Puis deuxièmement, encore une fois, moi je l'ai alerté très tôt quand il est venu à Marseille en disant, vous savez, tu savais, parce qu'il voulait absolument me tutoyer. Hein. Ce qui n'est pas trop mes mœurs, les gens qui ont 40 ans de moins que moi, 30 ans de moins que moi, je ne fais pas trop ça. Mais je dis, il y a des mutants là, qui sont en train d'apparaître, et il me dit, face à face, il me dit, non, il n'y a pas de mutants dans ce virus. Je regarde, je me dis, c'est un virus à RN. Et en plus, ce qu'on ne savait pas à l'époque, mais ce qu'on savait, ce qui fait toute l'histoire actuelle sur laquelle on travaille, qui est, en réalité, le virus est devenu pandémique en passant en Italie à cause de 2 mutations. Une mutation dans l'appareil de reproduction, RNA polymérase, qui fait qu'il y a 100 fois plus de mutants depuis qu'il y a cette mutation, d'accord ? Et une mutation dans la spike qui fait que ça adhère beaucoup mieux aux cellules. Donc, si ces 2 mutations, on ne peut pas réinventer l'histoire, pas plus qu'on peut prédire l'avenir, ces 2 mutations n'étaient pas apparues en même temps, il est probable qu'on n'aurait pas une pandémie qui dure aussi longtemps. Tous ces nouveaux mutants sont dus au fait que ce coronavirus est très très atypique, imprédictible, parce qu'il a eu une mutation qui lui permet dans l'appareil de traduction, si vous voulez, dans l'imprimante, si vous voulez, qui fait qu'il fait 100 fois plus d'erreurs. Et parce qu'il fait 100 fois plus d'erreurs, il a une variabilité qui est incontrôlée. Vous voyez bien, j'espère qu'enfin la raison va revenir et qu'on va pouvoir réintégrer des gens qui ont refusé de faire un vaccin. Mais moi, je ne me prends pas pour un prophète, et je ne me vois pas dire aux gens, écoutez, ne respectez pas la loi, vous allez ne plus avoir de salaire pendant 2 ans, parce que je vous dis que c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord ? Ça, je pense qu'il faut que ce soit très très clair. Moi, je ne peux pas prendre, et je ne prendrai jamais, la responsabilité de dire aux gens, prenez des risques pour vous, votre carrière, vos finances, parce que je crois ça, alors que la loi vous oblige à le faire. Voilà. Et ça dépasse mes responsabilités, et donc je ne le fais pas. Donc j'espère que c'est extrêmement clair, ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. On savait, les quelques accidents qui ont été rapportés, c'est chez les femmes de moins de 50 ans. J'ai dit, il faut arrêter de faire l'AstraZeneca chez les femmes de moins de 50 ans. J'ai été le premier à dire ça en France. Vous voyez. Donc, encore une fois, je dis, je ne me vois pas dire, écoutez, vous allez être suspendu pendant 2 ans si vous ne faites pas le vaccin, mais je vous conseille de ne pas le faire. C'est une décision terrible de rentrer dans la vie des gens comme ça. On ne peut pas le faire. Donc moi, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai continué à expliquer, c'est quels étaient les problèmes scientifiques avec le vaccin, qui étaient tous transparents depuis le départ. C'est-à-dire que, la cible du vaccin est trop étroite, c'est la spike. L'idée que c'est le seul élément immunitaire est faux, d'une part. D'autre part, ça veut dire qu'on met une pression de sélection colossale qui est probablement associée avec l'émergence d'Omicron, probablement, partiellement. Deuxièmement,
Moi, j'ai horreur en médecine de tester deux choses à la fois. Il faut en tester une après l'autre. Et donc, tester les vaccins ARN à grande échelle pour la première fois, et on testait ce virus pour la première fois. Donc, le risque d'inconnu, bien entendu, c'est ça prend ça tout petit, se multiplie, et donc les écart-types sont colossaux. Donc ça, c'était un deuxième point. Le troisième point, on a été les premiers à publier avec certitude que les gens pouvaient faire 2 infections successives avec 2 virus, des souches, des variants différents, tout en étant, sur le plan immunitaire, parfaitement compétents. Et on l'a fait, on était ça à le prouver, parce qu'on a fait l'étude génétique de celui qui avait été infecté sur les 2 prélèvements. Donc il n'y avait pas d'erreur possible, ce qui est un point très important. Donc une maladie qui n'est pas immunisante, et ensuite, par extrapolation, franchement, si on avait un vaccin immunisant contre la grippe, depuis le temps, on le saurait. Hein. Donc on savait que ce n'était pas vrai. Les infections respiratoires, elles sont très peu immunisantes. Regardez le problème qu'on a avec la tuberculose. Hein, on a un vaccin depuis 120 ans, on a toujours la tuberculose. Enfin, c'est pourquoi les gens sont vaccinés. Donc, les infections respiratoires, c'est compliqué, c'est très compliqué. Les infections virales respiratoires, encore plus compliquées, en plus quand il s'agit de virus ARN qui mutent tout le temps. Donc c'est extraordinairement compliqué. Donc la chance de l'éradication, qui est un fantasme qui vient de Bill Gates, hein, c'est lui qui a expliqué au monde, il a fait le prophète des épidémies, qui a expliqué au monde à Davos que on allait avoir une épidémie, qu'il fallait mettre le vaccin dans les 3 mois, et que comme ça on allait sauver l'humanité. Et c'est vrai que ça a marché, puisque c'est pas que... Après, nous, on a été le premier centre à faire des vaccins à Marseille, hein, à l'IHU, parce qu'il y a des gens qui voulaient le vaccin, très bien. Puis il y avait des gens qui bénéficiaient du vaccin. Les gens qui ont plus de 70 ans, ils bénéficient du vaccin. Hein. Il y a moins de mortalité chez eux, s'il y a du virus. Hein. Mais vous ne pouvez pas imaginer, il y a des gens qui étaient tellement trucs, ils pleuraient de joie de pouvoir être vaccinés. Vous voyez, on a vendu un truc qui était... ça y est, c'est fini, vous allez être sauvés, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir vivre normalement, c'est fini, vous avez ça, c'est fini. Donc si vous voulez, c'est une situation qui est extrêmement complexe à gérer quand vous avez cette espèce de propagande. Je vais parler de la propagande, c'est de la propagande, c'est une maladie mortelle qui va tuer tout le monde, on a un vaccin qui est une baguette magique, pour la première fois on a un vaccin pour les infections respiratoires qui va empêcher la transmission, dont on a appris par la suite qu'elle n'avait jamais été évaluée du tout, hein, parce que n'ont été testés dans les enquêtes de Pfizer, de Moderna, que les gens malades, et pas du tout les gens porteurs. Donc la transmissibilité n'a jamais été étudiée. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'on n'a jamais, pour les effets secondaires, c'est la raison pour laquelle vous avez vu, j'ai été très très prudent très longtemps, pour les effets secondaires, on ne les a pas étudiés. Donc normalement, il faut 3 ans pour étudier les effets secondaires. On ne les a pas étudiés, donc on ne pouvait pas savoir s'il allait y avoir des effets secondaires, leur nature, leur importance, et on les découvre au fur et à mesure, les effets secondaires. Donc on s'est mis dans des conditions d'affolement qui étaient telles, d'une appétence des politiques, des journalistes et de la population entière, hein, pour une solution enfin, si vous voulez, qu'on a brûlé les étapes et qu'on s'est jeté sur quelque chose. Donc encore une fois, la gestion dans ces conditions-là est extrêmement complexe. Je cite ça hein, de Terence, vous savez, je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et si j'insiste beaucoup sur la généalogie de ma famille, je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est, une bande de brutes, et j'ai été élevé là-dedans. Moi, j'ai été élevé pour... Mes parents pensaient, tu sais, ça recommencera, et tu sais, quand ça recommence, les résistants, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, tu verras, tu seras sidéré par les délateurs, les lâches, les gens qui obéissent. C'est extraordinaire. C'est l'histoire de France. Les gens qui obéissent, si vous voulez, et qui pensent, parce qu'ils obéissent, si vous voulez, ils pensent qu'on peut... C'est le procès Eichmann, vous savez. Mais on a les mêmes. On a Bousquet, Papon, là, je ne veux pas dire, mais enfin, il y en a beaucoup qui font la même chose. Ils sont prêts à obéir. Vous voyez, donc il y a le monde, j'ai expliqué ça une fois, le monde se divise entre ceux qui sont bien obligés d'obéir, parce que finalement, s'ils n'obéissent pas, ils n'ont pas de promotion, ou ils se font renvoyer, ou ils se font menacer. C'est donc le monde de ceux qui obéissent, et le monde de ceux qui ont cette chance extraordinaire de pouvoir ne pas obéir, c'est-à-dire qui ont une certaine liberté, les artisans, les gens qui ont des métiers individuellement.
Moi, quoi qu'on ait pu faire, vous savez, comme médecin, je pouvais m'installer n'importe où, je pouvais aller travailler où je voulais. Donc cette liberté de ne pas obéir est une chance considérable. Et bien entendu, il faut la laisser. Donc c'était un vrai enjeu vis-à-vis de l'ordre des médecins. Moi, on m'a pas du tout reproché d'avoir prescrit des médicaments hors AMM. Ça fait partie du métier de médecin, de faire des médicaments hors AMM. Et si vous condamniez tous les gens qui font des prescriptions hors AMM, il y a à peu près 70% des prescriptions en pédiatrie qui sont hors AMM. Parce que la NSM n'a pas voulu prendre la responsabilité de dire qu'on pouvait les donner chez les enfants parce que les études n'avaient pas été faites. Donc, vous voyez, si vous empêchez... mais le vrai problème, c'est pas ORMM, c'est l'hydroxychloroquine dont nous, on finit par montrer qu'on pouvait sauver quelques milliers de personnes si on s'occupait des gens. Quand même. C'est ça le problème. J'espère que ça deviendra une règle, si vous voulez, pas... Alors, bien sûr, pour les chercheurs individuels, mais... Vous savez, il n'y a pas de mystère. Il faut bien avoir des mobiles dans la vie pour faire les choses. Moi, le mobile, de l'argent, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais que ça existe. Et donc, si ce que moi, j'ai initié là pour ce travail des 30 000 qui est online maintenant, eh bien, les 30 000 cas, on a fait vérifier par un huissier que tous les cas qui avaient été soignés avaient été inclus, que tous les traitements venait d'une source qui n'était pas la nôtre, mais celle de la pharmacie des hôpitaux, et que ce que nous étudions, c'est-à-dire la mort, venait non pas de notre analyse, mais de l'INSEE. D'accord ? C'est-à-dire que c'est des données non manipulables. D'accord ? Et bien entendu, ces données-là vont être disponibles pour qui voudra travailler. D'accord ? Donc, ce qu'on donne là-dedans, mais c'est justement, vous savez, c'est quand on essaie de vous reprocher et qu'on vous reproche des choses, moi je ne pouvais pas imaginer qu'un jour les gens disaient que j'avais inventé des résultats ou les études sur la tuberculose. C'est intéressant, vous avez vu que ça fait plouf, c'est ça, c'est le Shadok avec l'essuie-glace. Et demandez pourquoi j'aime pas Crémieux et Véran, quand même tous les deux ont dit qu'on avait fait ça. Hein. Le ministre a envoyé une lettre à l'IGAS et à l'IGNER et à l'NSM en leur disant de faire une enquête en particulier sur des essais illégaux. C'est lui qui a demandé ça, qui avait été rapporté dans la presse. Donc ça, c'est Mediapart. Je sais très bien qui a monté cette histoire, c'est un petit groupuscule d'extrême gauche, je sais très bien qui c'est. Donc je sais qui c'est. Il y a des gens qui ont fait quelque chose qui est totalement illégal, c'est-à-dire qu'ils ont pris des dossiers de malades qui n'étaient pas leurs malades, qu'ils ont envoyé ça à la presse en mystifiant les gens qui ont écrit ça, en leur disant, écoutez, c'est un essai thérapeutique illégal. Très bien, la NSM est venue les pointouffer, ça m'impressionne bien parce que je ne suis pas très impressionnable, et la NSM est partie en disant il n'y a pas d'essai. C'est pas vrai, il n'y a pas d'essai illégal. D'accord ? Donc, l'histoire pourrait être terminée, elle ne l'est pas parce que, bien entendu, moi je ne peux pas admettre que l'on utilise l'appareil d'État, voyez, pour essayer de régler des problèmes d'antagonisme sur un sujet qui n'a rien à faire. Donc, d'utiliser la diffamation et l'appareil d'État, voyez, pour nuire à quelque chose qui est quand même le bijou des maladies infectieuses de ce pays, ça, je pense que c'est extraordinaire, c'est profondément anormal. C'est pas moi que ça concerne, nous, ça nous a fait travailler. On a sans doute besoin, en France, mais dans l'Occident, de prendre la mesure d'un point qui est très important, c'est que le médicament n'est pas adapté à notre structure évolutive de l'Occident tel qu'il fonctionne depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que le brevet, qui a une durée de vie limitée, 20 ans, peut s'adapter à de la technologie qui peut devenir obsolète au bout d'un certain temps, mais pas à des molécules chimiques. La chimie, c'est éternel. Une fois que vous avez découvert une molécule, elle est éternelle. Donc dire qu'elle va pouvoir être utilisée pendant 20 ans, et seulement 20 ans, est une énorme bêtise. Or, depuis qu'on fait de la chimie pour les traitements, ou qu'on identifie des produits naturels, qu'on les purifie, qu'on les synthétise, eh bien, on a accumulé un capital moléculaire qui est absolument inouï. Mais les deux idées majeures de l'industrie pharmaceutique au départ, c'est une maladie, un produit, d'accord ? Et puis, bien entendu, on ne peut pas rendre obsolètes des molécules chimiques. Donc, on essaie de faire croire que les molécules nouvelles pour la même question
sont plus efficaces, qui la plupart du temps n'est pas vrai. Et puis ce qu'on fait, ce qu'on voit maintenant, c'est comme ça qu'on finit par plus avoir d'antibiotiques de base, c'est que les antibiotiques génériques, on veut les payer le plus bas possible, et que donc il y en a qui les payent plus cher que nous, et donc nous on n'en a plus, d'accord? Mais le même produit qui fera la même chose que le générique, lui, on le vendra 100 fois plus cher. Donc tout notre système est basé sur le système de Watt, du brevet, si vous voulez, pour une durée limitée. Et donc, vous voyez bien que l'obsolescence, c'est le nerf de la guerre du capitalisme actuel. Donc, vous voyez bien que les téléphones portables, vous ne pouvez pas les utiliser parce qu'ils vous saturent de nouvelles applications et que donc la mémoire est plus suffisamment importante. C'est pareil pour les ordinateurs. Et donc, comment on fait pour faire de l'obsolescence programmée pour une molécule chimique? On ne sait pas le faire. Donc, ce qu'on fait, on ne le fabrique plus. Éventuellement, on ne l'importe plus. L'histoire de l'hydroxychloroquine, ça avait commencé à être enlevé. En réalité, c'est mon analyse, hein, pour le problème de la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie extrêmement fréquente, dont le traitement de référence est l'hydroxychloroquine, et pour lequel arrivait un monoclonal sur le marché, dont il fallait qu'il trouve la place. Et comment vous alliez dire aux gens qui prennent depuis 10 ans un médicament qui les soigne très bien, qu'il faut qu'ils arrêtent et que la sécurité sociale leur payera un médicament qui coûte 30 fois plus cher. Donc l'obsolescence, ça c'est une vraie stratégie, et je peux vous dire que c'est des personnes les mieux placées de tout ce pays qui vont expliquer ça. L'obsolescence des médicaments génériqués, c'est une stratégie pour laisser la place à des nouveaux médicaments qui font la même chose. Non, il y a un deuxième, il y a un premier phénomène. Il y a celui-là qui est un phénomène qui est très facile à comprendre. Ça rentre dans tout le problème de l'obsolescence. C'est un phénomène général. Pour pouvoir créer de nouveaux produits, il faut éliminer les anciens produits. Point final. C'est Shadok. La deuxième chose, c'est que, alors ça c'est encore plus les Shadok, comme le modèle de base qui a été défini au début du XXe siècle, hein, c'est un médicament, une maladie. Si vous voulez, l'idée qu'un médicament puisse servir à plusieurs maladies dont certaines étaient totalement imprévues est quelque chose qui actuellement ne parvient pas, ou les gens ne veulent pas que ça parvienne dans leur esprit. Je donne un exemple. Alors c'est pour ça, mais les choses changeront parce que le monde est multipolaire. Les Chinois ont fait beaucoup ça, nous on a imité ça, de prendre toutes les molécules, si vous voulez, qui sont considérées comme étant utilisables par la FDA. Non, la FDA triche maintenant, elle dit qu'elles sont utilisables que pour ça. Parce que sinon, si vous vous rendez compte que c'est utile pour autre chose. Et donc, c'est improbable le nombre de molécules qui marchent contre le Covid, si vous voulez, ou contre la grippe, c'est improbable, bien sûr, l'hydroxychloroquine, mais je vous parlais tout à l'heure de la manière, la mentadine, qui est un produit anti-parkinsonien, marche très bien aussi, pour les mêmes raisons, d'ailleurs, ça fait monter ça diminue l'acidité des cellules. Non, et donc, et les gens se sont rendus compte, c'est un médicament qu'on donne pour le Parkinson, que les gens qui avaient le Parkinson, qui étaient traités par ça, faisaient moins de Covid. Vous voyez, donc c'est intéressant, c'est arrivé par un autre bout. Vous voyez, et donc, il y a des antidépresseurs qui ont une activité anti-Covid. Donc, le nombre de molécules qui ont une activité anti-Covid, c'est considérable. Donc, le curcuma, c'est une activité anti-Covid. Donc, tout ça, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement l'industrie pharmaceutique qui va trouver un médicament. Mais là, ça veut dire que d'un coup, vous changez les rôles. Et d'un coup, en même temps, avec cette occasion, quand même, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut bien que les gens soient lucides que l'industrie pharmaceutique, son objectif, c'est pas la bienfaisance, c'est de gagner de l'argent, comme tous les gens qui font l'industrie. Que vous vendiez des voitures ou des médicaments ou des vaccins, quand même, l'objectif final, c'est de gagner de l'argent. Donc, vous devriez, et c'était un problème, je pense là aussi, de lucidité et de Shadok, vous voyez, c'est de dire, les gens qui font des médicaments, c'est pour nous faire du bien. Non, 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 c'est pour gagner de l'argent. Ensuite, vous savez sans doute que les échéances de gain d'argent, c'est parfois à 6 mois. C'est-à-dire qu'on leur demande des objectifs à 6 mois. Donc, je pourrais dire que pour faire de la propagande, pour les vendre à 6 mois, il faut le faire. Donc, c'est pas vrai, mais ça n'est pas traité actuellement comme un partenaire. Moi, je n'ai rien contre le fait que les gens vendent ceci ou cela. Mais simplement, il faut les traiter comme des partenaires dont l'intérêt est un intérêt financier. Et donc, il faut avoir des exigences, il faut empêcher les conflits d'intérêts.
ce qu'on fait absolument pas. Enfin, on a une situation de conflit d'intérêts incroyable, que les gens n'imaginent pas qu'ils ont un biais d'analyse quand ils ont été payés par un copain et qu'on analyse les résultats de son efficacité, qui ne se rendent pas compte qu'il y a un biais et qui reste entièrement pas de conflit, très lucide. C'est un défi à l'intelligence quand même, de pouvoir raconter un truc pareil, c'est un défi à l'intelligence. Donc il y a un vrai problème qui est de remettre les choses en perspective. Très bien, on a besoin de l'industrie pharmaceutique. L'objectif de l'industrie pharmaceutique, c'est de faire du fric, et donc il faut faire très attention, parce qu'on sait, mais depuis tout le temps, on sait que quand on a beaucoup d'argent et qu'on a des bénéfices de cette nature-là, on est capable d'acheter tout ce que vous voulez. Vous savez, on parle du New England Journal of Medicine, sur les 4 derniers rédacteurs en chef, il y en a 3 qui ont écrit des livres ou des commentaires pour dire que ceux qui se publiaient dans le New England Journal of Medicine concernant les médicaments nouveaux étaient entièrement bidouillés. C'est entièrement truqué. C'est pas vrai. Et on ne sait pas ce qui les arrêtera, parce que vous avez l'histoire du Vioxx, 60 000 morts. Et là, je ne sais pas pourquoi c'est 60 000 morts, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité pour 10 000 morts, mais 60 000, non. Ils ont payé une partie de leurs bénéfices, ils ont payé 5 milliards. C'est pas mal, 5 milliards. Mais personne n'est allé en prison. D'accord ? Personne, zéro. Et on a trouvé tout le système de tricherie qui passait, y compris par le New England Journal of Medicine. D'accord ? Parce qu'ils n'avaient pas, je reviens sur l'histoire de la vérification des données par les huissiers, parce que personne n'avait l'intégralité des données. Vous avez bien vu, celle de Pfizer, il a fallu que ce soit l'État du Texas qui exige de le sortir. Ça devrait être naturel de rendre public aux États-Unis, je crois, jusqu'à un passé récent, l'État autorisé à garder secrètes les données scientifiques pendant 10 ans pour l'industrie pharmaceutique, pour ne pas les révéler. Donc, il y a un vrai problème, c'est à partir du moment où vous arrivez à changer de modèle, à dire, attendez, non, ils peuvent, c'est comme le Dieselgate, c'est pareil, ils peuvent mentir quand même. Donc je crois, d'abord, j'ai essayé d'être lucide sur l'âge, comme sur la plupart des choses, j'ai essayé d'être lucide. C'est vrai que j'ai eu des amis religieux de toutes les religions, et que je trouve qu'effectivement, ils ont de la chance, c'est une grâce, c'est une chance extraordinaire. Ils sont, quelles que soient les religions, moi j'étais très ami avec un imam, je suis très ami avec quelques rabbins, j'étais très ami avec des prêtres et avec des religieux. Je trouve qu'ils ont une espèce de bonheur et de sérénité que je trouve chez eux, que je ne trouve pas, surtout dans la société actuelle. Et d'ailleurs, j'observe très, très, très simplement ce retour vers la religion, c'est-à-dire vers un peu plus d'optimisme, si vous voulez, et pas simplement le sentiment qu'on est sur un truc qui est devenu, dans lequel on ne sait plus très bien quels sont les objectifs, si ce qu'on fait est bien ou pas bien, si vous voulez. Donc moi, je dis souvent, je suis un stoïcien, donc je suis mon autorégulateur, si vous voulez. Mais je trouve que les gens qui ont ça, puis je trouve que les rites sont très constructeurs. Je trouve que d'avoir une ritualisation, vous voyez, je trouve que le dimanche ou le samedi pour les juifs, ou le vendredi pour les musulmans, c'est très important d'avoir un jour où vous restez avec votre famille, vous vous occupez des vôtres, vous ne passez pas votre temps à regarder la télévision, et donc d'avoir ça, puis dans toutes les religions, vous savez, moi je suis très attaché à la famille, alors je vais rectifier pour les Shadocks une petite erreur historique, parce que je parle de travail et de famille, je n'ai pas parlé de patrie, mais travail, famille, patrie, Pétain l'a volé au colonel de Larocque. Donc c'est pas Pétain qui l'a inventé. Et le colonel de Larocque est un héros, bien entendu, qui a lutté tant qu'il a pu contre l'antisémitisme. Et il se trouve que à la fois mon grand-père et le grand-père de ma femme étaient tous les deux dans l'équipe, alors que le grand-père de ma femme était juif et que le mien ne l'était pas. Donc il n'y avait pas d'antisémitisme chez le colonel Larocque qui est mort en déportation. Donc c'est lui qui a inventé le slogan travail, famille et patrie, même si celui-ci a été propagé. Non, celui qui a fait la propagande, ce qui veut dire propager quand même, c'est Pétain. Voilà, et donc oui, je trouve que dans une société comme celle-là, c'est les gens qui ont la chance de croire
en des valeurs supérieures à la valeur sociale du moment. Moi, j'ai adoré faire la médecine. Il y a on est comme tous les praticiens au sens vraiment étymologique. On a un contact avec le monde, on parle avec les gens. Moi, j'ai soigné beaucoup de maladies chroniques, si vous voulez. Et donc, vous parlez un moment de leur maladie, et puis comment les choses se passent. Et on a une perception de la vie différente, et puis de tous les milieux. Moi, je n'ai jamais fait payer mes consultations. C'est l'hôpital qui faisait payer 23 €, puis maintenant 25 €, je crois. Donc, j'avais toutes les tranches de la population. Je ne soignais pas que les riches. Hein. Donc, je voyais toutes les tranches de la population, de gens qui étaient d'une gentillesse extrême. Voilà, c'était un grand moment, mais je commençais à faire la médecine il y a si longtemps, si vous voulez, que bon, ça m'ennuie parce que j'avais des patients chroniques. Alors, j'avais organisé ma succession pour les 2 groupes de maladies chroniques pour lesquels on est la référence mondiale, hein, la fièvre recul, la maladie de Whipple. Donc, j'ai 2 de mes collaborateurs qui s'occupent qui des uns, qui des autres, que je les avais préparés à ça, donc j'ai leurs nouvelles, et puis ils demandent de mes nouvelles aussi. Et voilà, donc il y a un temps pour tout, c'est la vie, c'est comme ça. La plupart du temps, on finit par voir les choses se dévoiler. Moi, je crois que sans faire du tout, y compris le procès des gens dont le métier est de gagner de l'argent en vendant des médicaments ou des vaccins, il y a un manque de lucidité ou de maturité vis-à-vis de la manière de traiter ces problèmes-là qui est dangereux dans tout l'Occident. Voilà. Donc il faudra bien un moment. Moi, je suis pour, par exemple, le fait que les publications sponsorisées ou dans lesquelles il y a des conflits d'intérêts aussi clairs fassent partie de journaux différents de ceux qui rapportent de la vraie science et de la vraie médecine et pas de la propagande. Je considère d'ailleurs que ça n'est pas de la recherche. On parlait de la recherche. Le fait d'inclure 10 ou 15 malades dans une étude qui a été désignée dans un laboratoire, dont vous ne connaissez pas les résultats parce que c'est eux qui traitent l'ensemble, et donc il n'y a pas de transparence. C'est pour ça que je parle d'huissiers qui analysent les résultats, qui le font écrire par un ghostwriter, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien, mais qui fait comme votre intelligence artificielle, et qui il le vend aux plus grands journaux avant même qu'il soit écrit. Moi, je le sais, ça. On les vend au Lancet, au New England, avant qu'il soit écrit, en disant, vous savez, il va y avoir un truc sur 20 000 trucs, est-ce que vous nous le prenez ou est-ce que je le propose au Lancet, avant même qu'il soit écrit. Parce que, après, en échange de ça, on va acheter des milliers de tirés à part qui vont rapporter des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Et donc, ce système, qui est dénoncé par le rédacteur en chef du Lancet, par 3 anciens rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine, doit être fini. Moi, j'ai beaucoup écrit dans ma vie, donc j'ai beaucoup écrit pour les journaux de l'American Society of Infectious Diseases. Et tout ce que j'ai écrit qui était sur l'hydroxychloroquine dans le Covid m'a été refusé, alors que je suis celui, il suffit de regarder, ça s'appelle Clinical Infectious Disease, qui a le plus publié de tous les temps dans le journal. Et la raison, c'est que le rédacteur en chef faisait partie du board de Gilead. Et ça, c'est plus admissible. Il ne s'agit même pas de les déclarer, les conflits d'intérêts. Il ne faut pas les avoir. Dans une situation comme celle-là, il faut se mettre entre parenthèses en disant, écoutez, je ne peux pas faire partie du board de Gilead et analyser des concurrents des médicaments de Gilead. Ce n'est pas admissible. De la même manière que je pense que le traitement au niveau de l'Europe des achats de remdesivir ou de vaccins doivent être faits avec une transparence quand il s'agit de financements qui sont les plus gros jamais réalisés, 41 milliards, quand on a ce niveau de financement, qu'en plus en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous met en disant si vous ne me les prenez pas, je les vends au Brésil ou je les vends ceci, cela, vous ne pouvez pas ne pas blinder, avoir une transparence totale, filmer tous ces éléments de manière à ce qu'on ne distribue pas les choses comme ça. La puissance financière de ça est trop importante. Les moyens, quand vous avez le chiffre d'affaires de Pfizer qui dépasse celui de la moitié des pays du monde, vous ne pouvez pas penser que c'est juste avec un peu de bonne volonté et des gens dont vous êtes sûr qu'ils sont honnêtes, que les choses vont bien se passer. Ça, il y a une immaturité totale de notre monde vis-à-vis de ça qui n'est pas
susceptibles. Vous le savez, si vous avez travaillé pour McKinsey, ce qui s'est passé avec Pourdoux, c'est-à-dire que Pourdoux a réussi à faire croire que la drogue la plus addictive, la morphine, la forme de la morphine la plus addictive n'était pas addictive, et on estime actuellement que ceci a causé 500 000 morts. Donc, globalement, c'est-à-dire que, y compris dans le New England, les gens disaient, cette drogue-là, qui est la morphine, n'est pas addictive, c'est une nouveauté quand même, personne ne pouvait croire ça. Et le nombre de gens qui ont été financés par Pourdoux est phénoménal. Et le plan avait été organisé, le financement avait été organisé par McKinsey.